Narges Mohammadi a été admise le 1er mai dernier, donc cela fait 5 jours en soins intensifs cardiologiques, puisqu'elle a fait 2 épisodes, on l'a dit, qui s'apparentent à des crises ou en tout cas des malaises cardiaques. Elle est aujourd'hui sous assistance respiratoire, elle a des difficultés pour respirer, elle est sous garde permanente, y compris dans sa chambre d'hospitalisation de forces de sécurité, ce qui ajoute évidemment à l'anxiété, si bien qu'aujourd'hui on est évidemment très inquiet pour la vie de Narges Mohammadi. Et vous demandez qu'elle soit transférée à Téhéran, notamment? Alors aujourd'hui, on demande plusieurs choses. La première, c'est qu'elle soit évidemment libérée, tout d'abord, puisqu'elle a été arrêtée arbitrairement, qu'elle est détenue arbitrairement, que ses négligences médicales, c'est-à-dire le refus de lui prodiguer des soins en temps utile, eh bien, constituent en droit international des traitements inhumains et dégradants, assimilables à de la torture. Il faut que tout cela cesse et il faut qu'elle puisse être examinée le plus rapidement par sa propre équipe médicale qui est au fait de ses antécédents cardiologiques et donc à Téhéran où elle réside, puisque je rappelle qu'elle a été transférée dans une prison à 700 km de chez elle à des fins de pure représailles, puisqu'elle dépend normalement du ressort de Téhéran. Dans le nord de l'Iran, est-ce que la détérioration de ses conditions de santé sont liées justement à ces conditions de détention depuis fin décembre? À la fois sont liées à ces conditions de détention qui sont extrêmement dures, mais aussi au fait qu'elle est détenue aujourd'hui dans une prison qui n'est pas une prison politique, qui est une prison de droit commun. Elle est avec des personnes qui sont condamnées pour des peines parfois très lourdes, pour avoir commis des violences à l'encontre de personnes. On a des personnes qui ont des addictions, par exemple, et donc dans un climat, évidemment, qui est très difficile. Là où à Evin, qui est une place forte de la répression politique, vous avez des sections distinctes pour les intellectuels, les prisonniers politiques et d'opinion. Et donc là, on comprend que la violence atteint son paroxysme. Et donc là, la mettre dans cette prison, c'est une manière, une stratégie du régime de la briser, de l'isoler? De la briser, de l'isoler, de la tenir loin de ses proches, puisque c'est à 4 heures de route de là où se trouvent les membres de sa famille. Et donc, c'est vraiment de la soustraire au regard du monde. Et donc, dans ce contexte, aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, alors que tous les regards se tournent vers les biens, vers le cours du pétrole, vers la bataille navale, nous aimerions que les projecteurs soient braqués sur les gens, et notamment les combattants et les combattantes pour la liberté, dont Narges Mohammadi, et l'ensemble des Iraniens qui sont relégués aujourd'hui à la marge de cette histoire iranienne, puisque tout le monde se focalise malheureusement sur les capacités de destruction des uns et des autres. Et sur cette guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Iran. Et donc on voit tout ce qui se passe, ces tensions dans le détroit d'Ormuz, et en même temps la répression, elle se poursuit, la répression du régime. Qui n'a jamais cessé contre... Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses exécutions, notamment depuis le début du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Les exécutions n'ont jamais cessé, mais effectivement, il y a un effet d'aubaine pour la République islamique d'Iran qui va utiliser la guerre comme prétexte pour exécuter ceux des manifestants qui, en masse, étaient retenus captifs depuis les mouvements successifs, Femmes, Vie, Liberté en 2022, et de nouveau le 8 et le 9 janvier dernier, avec cette répression épouvantable. Des milliers de manifestants avaient été abattus par les forces de sécurité dans la rue, et on voit que le régime continue la répression. Mais aujourd'hui, je m'alarme du silence, et notamment de la diplomatie européenne et plus singulièrement française, qui, à date, n'a pas condamné le sort ni de Narges Mohammadi, ni de ses exécutions. Donc je crois là, malheureusement, qu'on a affaire à une faillite collective, et il faut que nous entendions ces voix. Et les 2 enfants, justement, de Narges Mohammadi, ils vivent à Paris, ils sont sur place. Il y a également son mari qui est ici. Qu'est-ce que vous demandez à la France, à Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, je crois que les démocrates doivent se placer du côté du droit. Et aujourd'hui, Narges Mohammadi, elle a le droit de vivre, elle a le droit à la santé, elle a le droit à la dignité humaine. Les traités internationaux dont l'Iran est signataire doivent être respectés. Et c'est aux États démocratiques, le cas échéant, de les faire respecter. Et donc, il faut une condamnation morale, politique, mais il faut aussi des sanctions de nature juridique, et il faut aller au bras de fer aujourd'hui avec la République islamique d'Iran, et la négociation ne peut pas se faire
sans parler de la diplomatie des droits humains, c'est-à-dire remettre les Iraniens, les civils, au centre des discussions internationales. Et donc une prise de position claire de la part d'Emmanuel Macron, par exemple, ça pourrait, selon vous, faire bouger les choses ? Oui, évidemment, nous savons que dans les discussions internationales, le fait de nommer ceux qui aujourd'hui font l'objet de cette mort à petit feu, eh bien ça a un poids, ça participe à des rapports de force diplomatiques et aujourd'hui on ne pourrait pas se le pardonner si d'aventure un prix Nobel de la paix devait mourir en détention. Eh bien je crois que c'est le monde entier qui devrait voir cela comme une faillite parce que ce n'est pas qu'un symbole. Encore une fois, la République islamique d'Iran, elle assassine au sens propre et au sens figuré, aujourd'hui, l'incarnation de la paix mondiale. Et tout à l'heure, encore, Donald Trump a appelé la population iranienne à se soulever. Il espère que cette guerre va leur permettre de redescendre dans la rue. Mais on imagine aujourd'hui que cette population iranienne, elle a peur. Vous l'avez dit, la répression, elle se poursuit. Elle ne s'est jamais arrêtée, même depuis le début de ce conflit. Et même... elle a tendance à s'accentuer. Il y a eu ce bain de sang en janvier après ces révoltes, notamment de jeunes. Et là, on imagine beaucoup de peur au sein de la population iranienne. Écoutez, ces appels de Donald Trump et d'autres à ce que la population iranienne se soulève sont cyniques, voire sadiques, puisque la population iranienne n'a pas attendu les appels de Donald Trump pour se soulever. Ils se sont d'ailleurs soulevés à plusieurs reprises ces dernières années, en 2022, puis de nouveau, vous l'avez dit, en décembre et en janvier dernier. Et ils ont été réprimés dans le sang. Nul n'a bougé le petit orteil. Et voilà que lorsque le bain de sang s'est terminé, eh bien, on nous a vendu cette fable qu'est la libération par les bombes. Or, je vois que la mort est à tous les carrefours pour les Iraniens, quels que soient les scénarios, puisqu'ils sont soit tués par leur dictateur, soit sous les bombes de l'étranger, puisqu'il y a plus de 3000 morts civils qui ont été tués sous les bombardements américano-israéliens. Donc moi, j'aimerais que les uns et les autres arrêtent de se soucier, en tout cas de façon tout à fait fallacieuse de la liberté des Iraniens. Et je crois que c'est aux Européens qui aujourd'hui sont absents de cet échiquier-là, eh bien de reprendre une parole qui est une parole qui n'est pas celle de Donald Trump, qui n'est pas celle de Netanyahou. Est-ce que les Européens ont encore de l'influence aujourd'hui, même l'influence, ça se crée, et ça se crée par la parole politique. Et aujourd'hui, la parole politique n'est pas au rendez-vous. On se contente d'accompagner les violations des droits humains et finalement de nous laver les mains de la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour Gaza, ça vaut pour le Liban, parce que je rappelle que à l'heure actuelle, il y a plus d'1 million de personnes déplacées au Liban, et que tout cela, de part et d'autre, sont des crimes contre l'humanité, et que à un moment donné, il faut quand même que les juridictions internationales puissent mettre en place des poursuites contre ceux qui, du côté iranien comme du côté américano-israélien, sont responsables de violations très graves des droits humains. Une dernière question pour revenir à Narges Mohammadi. Vous avez des nouvelles régulièrement sur son état de santé. Est-ce que... Hélas, vous le savez, le régime iranien se caractérise par la coupure Internet qu'il inflige depuis près de 2 mois et demi. C'est difficile pour vous d'avoir des informations fiables de la part du régime sur ce qui se passe exactement autour de son état de santé ? Nous ne pouvons même pas communiquer, ou rarement, avec ceux de nos proches. Et lorsque nous arrivons à les joindre, puisqu'ils mettent en place des systèmes où ils doivent acheter des VPN ou des réseaux Starlink, donc des réseaux satellitaires pour pouvoir avoir accès à Internet, c'est effectivement très cher. Tout le monde ne peut pas se le payer. Donc, il y a une partie infime de la population la plus aisée qui a accès à cela. Et lorsqu'on nous donne des informations parcellaires, bien évidemment, ce n'est jamais de façon tout à fait libre parce que les Iraniens ont peur. C'est une dictature. Et dans une dictature, la parole n'est jamais libre et sans surveillance.